Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de HAL24 News. Pourquoi la géopolitique internationale connaît-elle autant de complications et d'incertitudes, voire parfois de grands dépassements? La diplomatie peine souvent à jouer son rôle et à le faire, surtout imposer, voire même la voix de la force l'emporte souvent sur celle de la sagesse et de la raison. Ce soir, nous allons essayer de revenir sur l'impact justement de l'American First sur la géopolitique internationale et les effets qui en découlent. Bref, le monde est-il en train de subir des bouleversements qui laissent très peu de place aux faibles? Sommes-nous en train d'assister à un nouvel ordre mondial? Et quel visage aura justement ce monde ou ce nouvel ordre mondial dans ce bras de fer entre les puissants de ce monde? Et nous allons aborder tout ça avec nos invités ce soir, ou notre invité qui sera avec nous dans un petit instant. Alors, pour en parler ce soir, nous allons accueillir dans un petit moment Milou Chenoufi, professeur de relations internationales à Toronto. Milou Chenoufi, qui donc a l'habitude d'être avec nous. Nous aborderons également aujourd'hui les enjeux géopolitiques qui est en train de traverser le monde. Pourquoi le monde est-il en train de vivre ces bouleversements, surtout depuis quelque temps? Les valeurs qui sont représentées depuis le retour de Trump donc à la tête des États-Unis, les valeurs du mouvement MAGA qui ont modifié la politique étrangère des États-Unis. Le retour de Trump a provoqué une sorte de bouleversement dans les us et coutumes de ce qu'on appellerait aujourd'hui les relations diplomatiques. Le style direct même du président américain a changé la vision de la diplomatie dans le monde. Le monde a affaire finalement à une diplomatie plus directe, à des réactions plus directes. Si vous voulez, le langage diplomatique tel qu'on l'a connu dans le sens classique est en train, lui, également de changer. Pourquoi le monde entier est-il en train de s'inquiéter? Pourquoi ces bouleversements? Qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans le monde? C'est ce qu'on tentera ce soir de connaître. La politique de Trump ne se fait pas seulement par rapport ou sur le plan interne, avec cette politique bien sûr de conservateur, un président centré sur l'économie de son pays et la protection de cette économie coûte que coûte, même si cela lui vaut peut-être souvent d'être hostile avec certains pays. Les mesures tarifaires par lesquelles il a commencé ont également provoqué, si vous voulez, la colère ou en tous les cas la suspicion de certains pays, donc qui traitent avec les États-Unis. Ces mesures tarifaires n'ont pas fait que des heureux. Beaucoup de mécontentement du côté des pays asiatiques, de l'Amérique du Sud également, l'Amérique latine telle que l'est appelée, mais également les déclarations de Trump prêtent toujours à polémique, à controverse. C'est vrai qu'elles ne plaisent pas, ou si même elles plaisent, en tous les cas, ces déclarations de Trump ne laissent pas indifférent. Trump qui s'en est pris donc au Venezuela de manière assez ardue dans le verbe, qui s'en est pris également à d'autres pays avec un verbe très direct concernant par exemple la guerre à Gaza, où il a proposé quand même ou fait des propositions de paix, les mêmes propositions de paix qui sont donc proposées à l'Ukraine pour arrêter ou cesser le feu de manière définitive entre l'Ukraine et la Russie. Des propositions qui n'ont pas forcément plu du côté ukrainien et encore européen, qui ont trouvé quand même à redire, de la même manière que ces propositions ont été faites pour Gaza, et qui, même si ces propositions ont été plus ou moins critiquées, n'en demeure que finalement Trump est là pour faire des propositions, alors qu'il y a également des résolutions qui offrent ces résolutions, qui offrent justement la paix avec des textes de loi et du droit international. Alors, on voudrait savoir tous ensemble, maintenant que nous a rejoint Milou Chenoufi. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir Milou Tchenofi. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège de Toronto. Milou Tchenofi, le monde est en train d'assister dans sa composante à de grands bouleversements géopolitiques depuis la venue, si vous voulez, du second mandat de Trump. Le monde qui commence un petit peu à prendre les couleurs de ce qu'on appellerait peut-être l'idéologie ou la politique de Trump. Est-ce que finalement la politique de Trump est en train d'apporter un changement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui communément les relations internationales? Dans un certain sens, sans aucun doute, et cela est dû non pas certainement à la personnalité ou à l'idéologie ou à la pensée du président Trump, qu'à la puissance des États-Unis. Parce que voyez-vous, le président américain a une puissance qui s'autorise de la puissance de l'État qu'il dirige. Et bien entendu, une politique qui est mise en œuvre par les États-Unis aura certainement un impact à l'échelle mondiale. Alors, en quoi consiste cette politique? Eh bien, elle consiste généralement en deux choses. La première, c'est quelque chose qui a toujours été dans la politique américaine, c'est-à-dire ne pas hésiter à utiliser la force lorsque l'administration américaine estime qu'il est dans son intérêt de le faire. Le deuxième élément, qui est plutôt nouveau et qui n'est pas nécessairement un héritage, même si on l'a vu se manifester sous la présidence de George Bush fils, c'est le peu d'égard, sinon l'absence d'égard total au droit international, au multilatéralisme, à la légitimité internationale avant d'agir. Et c'est un peu cette politique de puissance crue qui est un peu différente de ce que nous avons vu dans le passé où, par exemple, à l'occasion de la première guerre du Golfe, les Américains ont pris le soin de doter leur action d'une légitimité internationale à travers des résolutions du Conseil de sécurité, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus de référence à la légitimité internationale ni au droit international. Et cela fait en sorte que aujourd'hui, si vous voulez, le monde s'articule beaucoup plus autour des luttes de puissance, des rapports de force, beaucoup plus que par référence à la légitimité et au droit international. Généralement, le plus puissant a tendance à penser que la puissance dont il est doté est suffisante pour dicter sa volonté au monde entier. Ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. En fait, les Américains en ont déjà fait l'expérience en Irak et en Afghanistan, mais cela n'empêche pas la politique de Trump aujourd'hui de virer véritablement vers cela. Nous l'avons vu avec le Venezuela. Bien, Milou Tchenofi. Alors, est-ce qu'on peut dire que la série de mesures qui s'en est suivie, donc juste après l'installation de Trump dans ses fonctions, par exemple sur le plan commercial, sur le plan politique, la politique étrangère et la politique interne également, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce genre de mesures sans consultation, parce que généralement, même dans des relations internationales, en fait, il y a quand même des négociations bilatérales ou multilatérales, mais des décisions ne se prennent pas de manière unilatérale et sont imposées. Aujourd'hui, on a affaire à une sorte de nouvelle méthode typiquement trumpienne, à savoir justement donner des ordres et que ces ordres soient appliqués, et celui qui ne les applique pas est considéré comme étant, entre parenthèses, hors la loi. En fait, oui. Et puis, vous savez, le président Trump n'a pas inventé grand-chose. Quand vous lisez l'histoire, vous savez, le monde moderne, fondé sur des États territoriaux qui forment une pluralité à l'échelle supranationale, remonte au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe. Et au début, la conception des relations entre les États était conforme de part en part à la politique que nous voyons aujourd'hui appliquée par les États-Unis sous le président Trump. Mais déjà à l'époque, les Européens se sont rendus compte que ce n'était pas nécessairement dans l'intérêt des pays les plus puissants de continuer à agir de cette manière-là. Et c'est la raison pour laquelle les Européens ont été les premiers à se doter de règles
internationale, de multilatéralisme, de négociations élargies, etc., etc. Donc c'était par intérêt beaucoup plus que par idéologie ou par philosophie. Et donc le caractère anachronique de la politique du président Trump se situe notamment dans le fait qu'elle essaye de reproduire une politique que le monde entier a compris historiquement qu'elle n'était pas la bonne à suivre. La deuxième source de cette politique, elle est un peu paradoxale parce que c'est celle des néoconservateurs américains. Et les néoconservateurs américains considéraient, quand ils ont dominé l'administration américaine sous Bush fils, considéraient que parce que les Américains sont les plus puissants dans le monde, ils sont nécessairement dotés d'une morale supérieure et par conséquent, ils peuvent faire tout ce que la puissance leur permet de faire. Alors je dis paradoxal parce que Trump, le candidat, avant d'être élu la première fois, était profondément opposé à cette philosophie-là et c'est la raison pour laquelle il a montré dans ses 2 mandats qu'il n'était pas c'était pas un va-t-en-guerre comme l'ont été les néoconservateurs, et il a essayé justement de se présenter comme étant un faiseur de paix, même si les paix qu'il arrive à imposer sont généralement favorables aux plus puissants. On l'a vu au Gaza, on le voit également dans le cas de l'Ukraine, dans la médiation entre le Congo et le Rwanda, etc. Et c'est paradoxal parce que aujourd'hui, Trump s'est engagé dans une politique à l'égard du Venezuela qui est clairement tirée du manuel de l'action des néoconservateurs. Et c'est ce qui jette un peu un doute et un ombre sur la cohérence de l'approche de Trump. Tout le monde sait que c'est un homme qui fonctionne beaucoup plus avec les instincts qu'avec plus d'être quelqu'un de cérébral, mais là on voit un peu une manifestation assez claire. Oui. Alors finalement, on va dire quelque part, Milou Chenoufy, sur le plan sécurité mondiale, de manière générale, quel a été l'impact justement de cette politique de Trump, notamment en ce qui concerne par exemple les armes nucléaires ou la lutte contre le terrorisme, parce que la vision trumpienne est quand même assez particulière là-dessus. Eh bien, sur la question nucléaire, il n'a rien fait de différent que ses prédécesseurs, c'est-à-dire un 2 poids 2 mesures assez clair. Autrement dit, lutter contre le nucléaire iranien d'un côté et de l'autre, garder un silence complice sur le fait qu'Israël est une puissance nucléaire. Et vous savez que la puissance nucléaire d'Israël fait en sorte que les rapports de force régionaux seront toujours défavorables à ceux qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires et a fortiori contre les intérêts fondamentaux des Palestiniens. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, le changement n'est pas énorme. Maintenant, sur les politiques commerciales, le changement est considérable parce que vous avez un président qui s'est radicalement éloigné de l'approche néolibérale. Alors, l'approche néolibérale considérait qu'il était dans l'intérêt des États-Unis de pousser vers une libéralisation mondiale, vers la signature d'accords de libre-échange, et l'idée globale était que du libre-échange, tout le monde peut en profiter. Et les Américains en ont profité beaucoup. Simplement, ça a profité aux grandes entreprises. Mais d'autres pays en ont profité également, comme la Chine, qui a réussi à réaliser son développement économique grâce à une intégration réussie à l'économie mondiale. Aujourd'hui, si vous voulez, alors une autre idée aussi par rapport à cette idée de l'ouverture économique est que cette ouverture va créer des interdépendances et les interdépendances vont rendre le coût de la guerre ou le coût des conflits encore plus grand et par conséquent participer à la paix et à la stabilité dans le monde. Oui. Là aussi, c'est l'une des politiques qui avait été pensée au XVIIIe, XIXe siècle pour éviter l'embrasement en Europe. On n'a fait que la généraliser. Eh bien, aujourd'hui, Trump revient à une politique qui existait avant, c'est-à-dire plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui considère que
les échanges internationaux sont une équation à somme nulle, c'est-à-dire tout ce que gagne quelqu'un d'autre, je l'ai nécessairement perdu. Et par conséquent, si je suis puissant, il faut que je mette la puissance militaire au service de l'économie et imposer des échanges économiques qui me soient favorables. C'est la politique actuelle de Trump et c'est un changement assez radical par rapport à ce qui se faisait depuis la fin de la guerre froide. Alors, dans ces cas, Milo Tchernoufi, qu'est-ce qui rend cette politique de Trump si controversée? Parce que de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a toujours des critiques ou il y a toujours quelque chose à dire. Donc, d'une façon, qu'on soit avec ou pour, il y a une sorte de polémique qui naît. Est-ce que c'est son style justement direct auquel, si vous voulez, la diplomatie internationale n'est pas habituée, la diplomatie étant beaucoup plus dans le verbe de l'adoucissement, c'est-à-dire essayer de rendre plus agréable ce qui ne l'est pas? Ou est-ce dans son sens pragmatique un petit peu de cet homme d'affaires qui se cache derrière le président? Et qui ne se cache pas derrière beaucoup. Lorsque, effectivement. En fait, lorsque vos alliés les plus proches, comme le Canada, comme les pays de l'Union européenne, commencent à nourrir un scepticisme à votre égard et à s'orienter stratégiquement de telle sorte à éviter votre influence, cela signifie que vous êtes en train de faire quelque chose qui crée en fait de la suspicion et de la polémique un peu partout. Alors imaginez un peu à l'extérieur du cercle des alliés et des partenaires les plus proches des États-Unis, quel sentiment est provoqué par sa politique. Et alors, maintenant, pourquoi il en est ainsi? D'abord pour son unilatéralisme systématique. La deuxième raison, c'est l'arbitraire des décisions qu'il prend, notamment en ce qui concerne l'imposition de droits de douane qui contreviennent au consensus sur l'augmentation ou l'encouragement du commerce international. Et la troisième raison, c'est l'imprévisibilité. L'imprévisibilité où on ne sait pas exactement où veut aller le président. Et dernièrement, dernier élément, c'est que c'est un monsieur qui ne fait pas de suivi. Il a tendance à ouvrir un nouveau front, une nouvelle discussion, alors que le front qui venait juste d'ouvrir n'a pas été clos et que la discussion n'a pas encore abouti à une conclusion. Et on le voit aujourd'hui, je veux dire, sa politique à l'égard du Venezuela est de ce point de vue-là totalement incompréhensible. Tout à fait, oui. Justement, j'allais dire, par rapport au dossier vénézuélien, par rapport même au dossier de l'immigration aujourd'hui, lorsqu'on voit comment, par exemple, le dossier des migrants aux États-Unis est traité, on se dit que peut-être qu'il aurait peut-être fallu prendre d'autres dispositions, plus ou moins administratives, mais plus ou moins réglementaires, et qui pourraient régler le problème aussi. C'est-à-dire, nul besoin de passer, par exemple, à la manière violente. Ceci d'une part. Et par rapport à, justement, au Venezuela, comme vous dites, cette imprévisibilité, c'est-à-dire faire des déclarations très houleuses, le lendemain peut-être faire un petit recul, un pas en avant et deux pas en arrière. Finalement, est-ce que vous pensez que cela relève de la spontanéité ou est-ce que c'est un comportement qui est vraiment étudié de près et au millimètre près, pour le dire ainsi? Sur la question de l'immigration, cela correspond aux instincts politiques de Trump, qui, à l'image de Sarkozy il y a une vingtaine d'années en France, a construit un pont entre l'extrême droite et la droite. Et lorsque vous agissez de la sorte, généralement, l'extrême droite va grignoter petit à petit l'espace occupé traditionnellement par la droite jusqu'à la remplacer entièrement. Et donc, vous êtes automatiquement dans une logique de la surenchère sur les thèmes racistes. Et vous savez que le thème de l'immigration est un thème de l'extrême droite par excellence. C'est un peu curieux et paradoxal parce que les États-Unis sont un pays qui est fondé sur l'immigration, qui a été bâti par les immigrants et pas uniquement par les immigrants européens. Vous savez, le chemin de fer aux États-Unis, c'est un exemple qu'on donne souvent, a été construit il y a plus d'un siècle par l'immigration chinoise, qui est une immigration très ancienne. L'amalgame que fait à l'heure actuelle l'administration Trump, c'est entre
immigration en général, qui est autorisée, qui est légale, et la présence illégale d'un certain nombre de gens qui viennent d'ailleurs. Alors, aucun État ne peut être critiqué pour sa volonté de vouloir contrôler qui rentre et qui sort. Mais de là à faire l'amalgame avec les gens qui sont installés ici, de traiter une élue d'origine somalienne, Ilhan Omar, d'ordure, c'est faire un amalgame qui va faire en sorte à diviser la population sur des lignes raciales. Et ça, c'est une marque incontestable de l'extrême droite. Donc voilà ce qu'on pourrait dire à propos de l'immigration. Sur le Venezuela, bien sûr, là, par contre, c'est clair que c'est un président qui agit avec instinct et qui, ici, en l'occurrence, agit de manière opposée à ce qui nous a habitués dans le passé. On peut se demander pourquoi. Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans le fait que le Venezuela est le numéro 1 mondial ou le numéro 2 en termes de réserve en sable bitumineux. Vous savez, c'est un pétrole très particulier qui se trouve encastré dans des roches. Il s'en trouve au Venezuela et au Canada. Ce sont les deux pays qui ont les plus grandes réserves dans le monde. Voilà. Dans ces cas-là, Milot Chenoufi, pour ne pas quand même, parce que ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui de quelle manière cette géopolitique internationale est en train de changer. Pourquoi cette politique américaine impacte-t-elle autant si vous voulez, ces relations internationales? Et on l'a vu depuis donc la proposition de paix qu'il a proposée entre les Russes et bien sûr l'Ukraine. Il y a comme une sorte d'écart qui s'est donc fait entre l'Union européenne et bien sûr les États-Unis de Trump. Alors, la politique qui est suivie actuellement par le président Trump est fondée sur une idée qui est contestable et je vais expliquer pourquoi. Oui. Elle est fondée sur la puissance qui serait la garantie des objectifs qu'on se fixe, quelle que soit la nature de ces objectifs-là. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que les rapports de pouvoir sont un peu plus compliqués que ça, c'est-à-dire que la partie la moins puissante dans une relation a toujours une marge de manœuvre. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la résistance actuelle que les Américains reçoivent de la part des Européens sur le dossier ukrainien. À l'échelle mondiale maintenant, les États-Unis agissent comme s'ils étaient la seule puissance et le seul pôle. Mais à chaque fois, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, parce que le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus complexe que tel qu'il est figuré par le président Trump ou par son administration, à savoir la présence d'autres pôles de puissance, notamment la Chine, notamment l'Inde, qui clairement, même si poliment, refusent cette volonté qu'on leur impose. Les objectifs américains. On le voit de la part de la Chine, et c'est tout à fait normal, puisque c'est une puissance montante, mais nous le voyons également auprès d'un pays comme l'Inde, sur lequel la présidence Biden, par exemple, comptait beaucoup pour faire contrepoids à la Chine, mais que la politique américaine les a poussés à améliorer encore plus leurs relations avec la Chine et la Russie, même s'ils ont des contentieux territoriaux sur les frontières lorsqu'il s'agit de la Chine et de l'Inde. Et donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'une politique de puissance aussi inconsidérée que celle qui est mise en œuvre à l'heure actuelle par les États-Unis va nécessairement générer de la résistance. Et cette résistance-là va consister à gérer la présidence Trump jusqu'à ce que Trump quitte la présidence. Et dans ce cas-là, juste pour conclure brièvement, Milot Chenoufi, est-ce que nous sommes réellement en train d'assister à un nouvel ordre mondial? Est-ce qu'il y a réellement un bras de fer aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine et pourquoi pas d'autres puissances émergentes? Eh bien, pour le dire rapidement, vous avez d'un côté une logique spontanée. La logique spontanée a été véritablement un passage vers un monde
multipolaire due au fait de l'apparition de nouveaux pôles de puissance. Ça, c'est une réalité. Cette réalité-là, les Américains considèrent que grâce à leur puissance, ils peuvent en infléchir la logique et créer une sorte de point d'inflexion pour un retour à une unipolarité. Et c'est la réalité des nouvelles rivalités à l'heure actuelle. Merci beaucoup, M. Milot Chenoufi, d'avoir donc répondu à nos questions, d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège de Toronto. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.